Monsieur le directeur général, merci de nous recevoir dans vos locaux. Avec 4 départements, mais avec des délégations au niveau régional. Aujourd'hui, nous avons pratiquement 89 délégations à l'intérieur, délégations régionales et départementales confondues. C'est 92 personnes qui travaillent en centrale et dans les régions. C'est un programme de compétition à 5 étapes. Voilà, ramassé. Est-ce qu'on peut savoir le grand moment de l'OASU? Il y a eu des étapes, quand même, il y a eu sa création, il y a eu quand même des moments forts et puis des moments de... Mais depuis sa création, ça a été une montée en puissance jusqu'aux années 80. 80, un peu plus tard, 90, jusqu'aux premières crises qui ont secoué la Côte d'Ivoire. Une ascension vertueuse du fait même de l'environnement global. L'existence des internes. 2, la participation des ménages. 2 éléments me permettent de dire qu'on est rentré à nouveau dans un cercle, 3 éléments dans un cercle vertueux. 1, en 2012, le président de la République a reçu le ministre de l'Éducation nationale et le ministre des Sports et les a félicités pour le travail qui a été fait. Donc ça, ce n'est pas rien. Donc ça marque véritablement un départ en force. Deuxièmement, le deuxième élément qui me permet de dire on y est, au vu des résultats des Jeux universitaires de Gwangju, quelqu'un discutait comme ça avec le secrétaire général de la Fédération internationale du sport universitaire. Et celui-là a donné sa satisfaction. Et quelle était sa satisfaction? L'Afrique émerge. Donc pour nous, Ivoiriens, où l'objectif, j'allais dire, à moyen terme, c'est déjà l'émergence. Voilà. Donc quand on dit ça, et de savoir que nous sommes le 2e pays africain, après l'Afrique du Sud, à ces Jeux, ça a un sens pour nous. Donc, élément fort. Le 3e, il est tout à fait récent. C'était lors du séminaire sur la professionnalisation du sport. La structure qui a été en charge de mener l'étude a marqué, noir sur blanc, l'OASU est en plein développement. Et donc, nous pouvons dire, ça y est, nous y sommes presque à charge pour l'OASU d'être accompagné dans son mouvement, et j'ai bon espoir que cet accompagnement est acquis. J'en veux pour preuve la première réunion à laquelle l'OASU a été présentée avec ses activités et ses perspectives. Le ministre a félicité l'OASU. J'avoue que j'en ai été reconforté, plus que jamais motivé à aller de l'avant. Et donc ça, c'est là aussi, de retour, j'ai fait une suggestion au ministre Amicha d'offrir un dîner de remobilisation et de reconnaissance à certaines personnalités qui nous ont soutenus. Et au quart de tour, il a donné son accord. Et je crois qu'ensemble, nous allons pouvoir aller de l'avant, et c'est une bonne chose. Alors, on voit que vous avez beaucoup d'ambition pour l'OASU. Au niveau infrastructurel, est-ce que tout suit? J'allais dire oui, mais c'est un oui nuancé. Oui, parce qu'en 2012, sur une demande qui avait été adressée au gouvernement,
un accord de 4 milliards, un peu plus de 4 milliards avait été accordé pour la réhabilitation de certaines infrastructures en milieu scolaire et universitaire. Des appels d'offres ont été élaborés, lancés, attribués, mais quick, au niveau budgétaire, ça ne suit pas. Alors que nous avons véritablement fondé beaucoup d'espoir dessus. Toutes les tournées, parce que nous avons fait toute la Côte d'Ivoire pour sensibiliser, pour parler de nouvelles perspectives. Un accueil formidable a été fait par les chefs d'établissement à ce projet. Mais nous sommes dans les starting parce que au niveau budgétaire, les dispositions n'ont pas été prises pour que les entrepreneurs qui bénéficient de ces marchés puissent véritablement y aller. Sinon, je pense que ça devrait. L'autre espoir a été du fait que un département chargé de l'amélioration de l'offre en infrastructure, équipement et matériel a été adopté en Conseil de ministres. Cela suppose que nous devrions avoir les moyens véritablement de faire la cartographie des infrastructures sur toute l'étendue du territoire, à planifier leur création, enfin tout ce qui concerne pour véritablement mettre à la disposition des élèves et étudiants partout sur le territoire la possibilité de pratiquer un sport, un vrai sport, parce qu'il n'y a pas de sport sans ça. Et si nous ambitionnons de partir compétir contre les autres sur un modèle d'infrastructure, il faut déjà qu'on soit habitué à ça en Côte d'Ivoire. Donc voilà. Monsieur le directeur, à vous entendre, depuis 2012, oui, l'OASU se porte quasiment bien. Du moins, elle est en train de se développer, comme vous avez dit. Mais il y a toujours cette nostalgie. Depuis les années 80, comme vous l'avez signifié, il y avait une OASU débordante d'énergie qui animait, comme vous l'avez dit, une fonction de la société ivoirienne. Dans ce développement, comment vous voyez, qu'est-ce qui doit faire ce déclic qui va ramener ce même goût aux Ivoiriens de ces moments de l'OASU? Comme on aime bien dire, va nous ramener la Côte d'Ivoire d'antan. D'abord, je dis ça, c'est en route. Vous auriez été avec nous à Korogo, et certains y étaient. Nous avons dû refuser du monde pendant 8 jours. Ça a été une liesse populaire qui ne s'est pas arrêtée seulement aux élèves, et il y avait de l'animation. Aujourd'hui, lorsque l'université Peleforo de Gon, de Korogo rencontre, on retrouve cette ambiance d'antan. Mais aujourd'hui, c'est une question de moyens. Je crois avoir vu qu'est-ce qui va faire que les enfants vont avoir le goût de la pratique du sport. Non, c'est un goût inné. L'activité physique et sportive, c'est le goût de tous les jeunes de cet âge, comme tous les enfants. Le jeu est l'activité sérieuse. Voilà. Si vous enlevez ça de l'école, vous avez dénaturé l'ambiance, cet environnement pour qu'il soit propice à la formation du jeune. Enlevez le sport, enlevez les jeux, et vous aurez rendu l'école pas naturellement liée à l'enfant. Donc ce goût existe. Mais aujourd'hui, l'effort doit aller à la préparation de l'environnement pour qu'il soit porteur d'une pratique voulue, une pratique construite. C'est un élément culturel. Et comme tout élément culturel, c'est par l'éducation, par la formation, par la sensibilisation que ça va venir. Donc aujourd'hui, c'est une question de moyens. Comme je le disais, pas de sport sans matériel. Pas de sport sans infrastructure. Mettez un ballon
sur un terrain plus ou moins préparé, allez-y vous asseoir dans une cour de récréation. Mais les enfants, ils vont inventer un jeu avec ça. Même vous prenez un chiffon que vous emballez, vous attachez, ils trouveront de quoi faire des activités. Donc l'engouement est là. C'est l'environnement qu'il faut construire à dessein, avec une visée. Je rappelle ça toujours en rigolant, mais c'est une réalité. On est allé à une mission en France et comme ça on a rendu visite à la directrice régionale du sport scolaire de Paris. Et puis c'est M. Nguessan qui pose la question pour savoir quels sont les moyens dont cette directrice-là dispose. Mais elle nous a dit seulement ceux dont elle dispose pour la location des infrastructures pour permettre aux enfants de jouer. Parce que les objectifs sont un peu différents. Hein, faire leur sport. Ça faisait 7 milliards qu'il fallait diviser par beaucoup pour trouver le budget de l'OASU, les salaires y compris, pour le primaire, le secondaire et le supérieur. Nous sommes très en deçà des besoins réels qui doivent permettre ça. Parce que pour recréer ça, et c'est ce que nous cherchons, en tout cas, l'OASU a mis en place les dispositions réglementaires, a mis en place les structures, a mis en place enfin tout ce qui devrait pouvoir aboutir à cette animation. Il reste le moyen. Et c'est là que nous avons besoin de tout l'appui de notre nouveau ministre, qui étant élu, connaît le besoin qu'il y a, parce que ça participe de la promotion humaine. Aujourd'hui, on se plaint par exemple que les terrains sont vides, les stades sont vides. Mais le goût d'aller au stade n'est pas inné. C'est à l'école qu'il faut apprendre. Donc aujourd'hui, nous avons conçu l'approche de l'OASU dans une approche globale, où il y a de la place pour tous les enfants. Ceux qui ont des dispositions physiques vont y aller. Il y en a qui seront des organisateurs. Il y en a qui seront des officiels. Il y en a, en fait, il y a de la place pour tout le monde. Et je pense qu'on peut aller plus fort à charge d'en trouver les moyens. Et les moyens, l'État ne pourra pas tout prendre. Mais il faut aussi qu'on fasse appel, que l'État aussi accepte que déjà les ménages apportent un appui. Ça existait. J'ai été coordonnateur adjoint des sections sport-études au lycée de jeunes filles à Boaké. Nous avions 400 francs par élève inscrit pour la caisse de l'association sportive. Ça nous permettait, le jour où le car n'est pas disponible, de prendre des taxis, de donner à boire aux enfants, d'acheter des médicaments pour les enfants. Hein, quand il y a un qui a une ordonnance, etc., bon, on arrivait à régler tout ça. Et les résultats du lycée de jeunes filles de Boaké, vous connaissez. Donc, c'est un peu ça. Je dis n'importe quoi, mais c'est pas n'importe quoi. Imaginez aujourd'hui que le gouvernement accepte que tous les enfants à l'inscription payent 1000 francs pour je sais pas, la licence OASU. Mais on a fait le calcul sur 4 millions d'élèves et étudiants. Vous allez voir que le problème est résolu jusqu'à un certain niveau. Mais ça, c'est interdit, c'est une décision à plus, mais il faut que ça se revoie. Donc les moyens existent, mais il faut prendre courageusement les décisions qui s'imposent. Vous prenez aujourd'hui, il y a un commerce, j'allais pas florissant, mais très stable, hein, qui est établi autour de la vente des t-shirts, hein, les tenues de DPS. Ça varie de 1500 à 3000 francs. Ça est sur toutes les fiches de renseignement pour les inscriptions. Mais pourquoi cela ne devrait pas apporter quelque chose au développement du sport? Donc c'est des décisions à prendre. Et je crois que c'est ce travail de subtilité que le ministre Amisha devrait conduire avec ses collègues du secteur éducation-formation, en sachant, étant les premiers à savoir que l'État
ne peut pas tout financer. Mais à partir de ce moment, lorsque on aura déjà mobilisé, en plus des dotations budgétaires, l'appui des ménages, cela nous permettrait d'arriver à un niveau de notoriété qui va intéresser le public, qui va intéresser le privé. Parce que à quoi sert d'investir dans quelque chose qui n'a pas de perspective? Voilà. En 2012, quand je prenais fonction, on m'a parlé des sponsors. Je dis, mais si je suis chef d'entreprise, je ne vais pas prendre quelque chose qui ne concerne que 12 régions sur 32 en Côte d'Ivoire, qui ne concerne que 17 000 licenciés sur 4 millions d'élèves et étudiants. Donc c'est à nous d'imaginer le cadre fonctionnel, d'imaginer l'animation, d'imaginer tout ce qui peut mobiliser les uns et les autres pour amener ça à un niveau de notoriété. Vous m'excuserez de parler de la Coca-Cola, par exemple. Mais ils sont venus pour voir ce qu'il y a à une de nos réunions. Quand j'ai fini d'exposer, ils nous disent, nous, on était venus avec une autre idée, mais surtout ne changez pas. Parce que ce que vous exposez nous intéresse. Bon, notre contrat n'est pas encore rompu, mais il y a eu un dysfonctionnement, sinon on serait allé à l'avant. Mais c'est pour vous dire que plus que jamais, les conditions pour un retour au-delà de ce que le l'OASU a été est en place. En répondant, vous avez déjà répondu à une partie de ma question que je vais vous poser. Et je vous ai bien compris, c'est-à-dire, dans votre entendement, on fait contribuer les ménages, pour donner de la notoriété aux compétitions de l'OASU, pour faire venir les privés. Vous avez bien compris. Mais aujourd'hui, il y a un problème que ça risque de cogner, cette ambition, c'est l'école gratuite qui est promue dans le système éducatif. On parle non seulement d'école obligatoire, mais si c'est obligé, c'est-à-dire que c'est gratuit. Comment vous pensez que, quelle stratégie pensez qu'on pourrait prendre pour concilier école gratuite et puis cette contribution des ménages? Voilà. Ben, pour moi, cette contribution des ménages n'est pas des frais de scolarité. Il s'agit d'une contribution à mettre en place cette formation gratuite. Ailleurs, je prends l'exemple de la Corée d'où je viens et qu'on évoque assez souvent, devant le développement qu'on a eu, les gens disent que l'approche communautaire est telle que les élus n'ont pas d'échec. On veut construire un établissement, mais vous apportez le ciment, vous apportez ceci, et rapidement c'est fait. L'État ne se contentant peut-être que d'envoyer des enseignants. La gratuité ne signifie pas que le parent il reste à la maison et puis il laisse l'enfant aller nu. Et puis l'État va lui mettre des chaussures, la tenue. Non, je pense que nous, parents d'élèves, je suis parent moi-même, nous devons participer à l'avènement de cet environnement qui permet à nos enfants de faire les meilleures études. Et ça fait partie de ça. Voilà. Bon, ça ne fait pas dire l'enfant se lève et puis il s'en va. Il y a un minimum il faut habiller l'enfant. Aujourd'hui, par exemple, nos licences prennent en charge l'enfant dans tout ce qui prépare à la compétition et à la compétition. Par le cours DPS, il est blessé, on fait une déclaration, les frais utilisés par les parents pour le soigner sont remboursés. Je pense que c'est vraiment, c'est pas des frais de scolarité. Voilà, c'est une contribution et cette contribution-là, je la vois. Et je ne pense pas que ce soit ça véritablement le problème des parents. Je ne vois pas. Aujourd'hui, je disais en rigolant, ma fille arrive, elle me dit, le professeur dit, il faut qu'on achète on envoie 1000 francs ou 3000 francs pour avoir des brochures, mais vous êtes sûr de payer. Parce qu'elle revient, vous dites non, je ne veux pas. On dit on a interdit. Le lendemain, elle vient à papa, les autres ont à payer.
Et ensuite, de suite, vous êtes obligé de payer. Mais ici, on dit 1000 francs par enfant élève et étudiant. 1000 francs. Faites le calcul, 4 millions d'élèves et étudiants à 1000 francs. Qu'est-ce que ça fait comme ressources propres ingérées à l'OASU? Mais sur 10 ans, on aura couvert une bonne partie de la Côte d'Ivoire en infrastructure. Ça, c'est sûr. Parce que c'est spécifique, le contrôle est plus direct, ce n'est pas perdu dans la grande cagnotte. Parce que généralement, ceux qui vont chercher la réhabilitation, la construction, pensent en termes de classes et bancs, mais ce n'est pas les infrastructures de façon spécifique qu'il faut mettre. Et comme ça, nous pouvons aller. Et moi, je pense qu'il faut susciter ça. Il faut susciter ça. C'est une décision courageuse qu'il faut prendre, mais c'est à ce prix-là que nous allons pouvoir créer l'environnement global nécessaire. Ok, monsieur le directeur général, je me demandais où en êtes-vous avec la réforme en question, la réforme de l'OASU? La réforme de l'OASU. Qu'est-ce qui a changé, en d'autres termes, qu'est-ce qui a changé depuis la création jusqu'à ce jour? Bon, déjà les indices de la pratique sportive à l'école ont changé du tout au tout. Pour 0 association sportive, en 2012, nous avons 2874 associations sportives d'établissements réparties dans les 32 régions de la Côte d'Ivoire. En 2012, c'était 12 régions. Nous avons, dans ce nouveau concept de la structuration du mouvement sportif, nous avons 89 ligues. Et nous avons 3 fédérations qui agissent. Et toutes ces structures-là sont un renforcement des capacités de l'OASU, qui, par le passé, était animé par une seule personne par région, le délégué OASU. Donc aujourd'hui, tout ce monde qui devient un personnel indirect de l'OASU, si on fait la sommation aujourd'hui, à la place des 92 agents de l'État, c'est 10 fois plus de personnes qui interviennent. Donc l'animation est réelle, l'appropriation par les enseignants, par les chefs d'établissement qui sont les présidents des associations sportives est effective. Aujourd'hui, j'ai été très heureux de voir à Korogo le directeur régional de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Guiglo faire la traversée du pays pour accompagner les enfants. De voir l'ensemble des directeurs qui se lèvent pour partir sur des centaines de kilomètres pour partir. C'est un changement notoire. Nous sommes partis en 2012 de 17 000 licenciés. Nous frôlons aujourd'hui les 90 000. On sera au-dessus des 100 000 cette année s'il n'y avait pas eu la grève qui est venue en milieu scolaire qui a perturbé un tout petit peu notre programmation. Voilà, dès que ça, c'est cette animation nouvelle qu'il y a. Il y a quelqu'un, je crois, qui travaille au Bénin ou pas, qui est arrivé, qui me dit, mais tiens, il y a quelque chose qui se passe. Moi, je fais toute la Côte d'Ivoire, mais on dirait qu'il n'y a que l'OASU. Partout, dans les villages, lorsque je passe, vous allez où, des groupes d'enfants, on va à l'OASU. Mais c'est déjà ça. Je pense qu'il y a un changement relativement notoire. Malheureusement, ce qu'on voulait voir bouger avec, c'était la communication. Or, la communication a un coût que l'OASU n'a pas. C'est ça. Donc, sinon, on avait la communication qu'il y a, tout le monde serait informé de tout ce mouvement qu'il y a. Vous le disiez, je rentre de Corée avec 3 médailles. Un titre de champion du monde en 200 mètres universitaires. Ce n'est pas rien. C'est-à-dire, c'était un plaisir d'être ivoirien à Gwangju. Les Africains, quand on nous voyait, Côte d'Ivoire, en anglais ou quoi, Côte d'Ivoire, ça dit on était, voilà. Ça nous a valu une invitation assez particulière avec seulement 6 autres pays par le maire. Voilà. Donc c'est important. On est champion du monde à 200 mètres. Hommes.
On est vice-champion en taekwondo des hommes de moins de 80 kilos. On est 3e en taekwondo dames moins de 63 kilos. On a 3 médailles. On est 2e africain derrière l'Afrique du Sud. On est 36e sur 140 pays qui y ont participé. Mais on aurait dû être accueillis par le monde de la communication à l'aéroport et tout. On aurait dû faire la fête. On aurait dû, voilà. Et nous, on a fait la petite fête là-bas. Mais si personne ne veut nous faire la fête, nous allons faire la fête. Voilà. Voilà. À votre permission, on va revenir un peu sur ces jeux dont vous revenez. Et quelles sont les retombées palpables pour la Côte d'Ivoire? Et un deuxième volet de questions. Paul Baini parlait tout à l'heure des réformes. On sort d'un séminaire, du moins les cadres du ministère sortent d'un séminaire de la population de la loi sur le sport. OASU, professionnalisation du sport. D'abord, la première question, voilà. Les retombées. Et les retombées. OASU et la professionnalisation. Il y a eu des retombées immédiates. C'est déjà l'intérêt que la Côte d'Ivoire a représenté sur les lieux par rapport aux autres nations. La Côte d'Ivoire s'est vue presque attribuer le lead pour la mise en place de la Fédération ouest africaine de sport universitaire. C'est parce qu'on voit que quelque chose existe. Voilà, donc c'est déjà c'est retombé. Je vous ai parlé du respect et de la considération que nous avons eu. Mais c'est en même temps une évaluation de ce que nous sommes en train de mettre en place. Parce que nous avons été amenés dans des réunions, dans des rencontres, d'exposer comment on rencontre. On s'y prend, on organise. On a près de 3 ou 4 promesses, non pas promesses, demandes de nous rendre visite pour s'inspirer de ce que nous faisons. Donc ça, c'est déjà des retombées positives qui veut dire que de ce plan-là, la Côte d'Ivoire se repositionne après avoir été absent de ces institutions depuis un certain temps. Deuxième chose, on vient de faire la preuve que l'OASU est prêt pour participer en international. Nous sommes partis seulement avec 11 athlètes. Et comment? Le groupe taekwondo pris en charge par la Fédération ivoirienne de taekwondo. Donc l'OASU n'avait pas les moyens de le faire. Les athlètes, c'est la fédération. On a négocié et obtenu la prise en charge par la Fédération internationale. Sinon, si ces deux entités n'avaient pas fait, on ne pouvait pas partir. Donc on aurait raté 3 occasions de faire monter la Côte d'Ivoire sur le podium. Donc, retombée immédiate. Donc, ça veut dire que nous sommes prêts pour partir. Voilà une des analyses que nous faisons. En même temps, ça nous dit que vous pouvez aller plus loin avec ces moyens presque dérisoires par rapport aux besoins qu'il y a. Voilà les résultats auxquels vous êtes parvenus. Donc, vous pouvez aller plus, à condition d'être, c'est pas la rigueur qui nous manque, mais d'avoir les moyens de mettre véritablement en place tout ce que nous avons à faire. Donc, ça, c'est par rapport à ça. Maintenant, pour la deuxième préoccupation, la structure qui a fait l'étude place, et je suis d'accord avec eux, l'OASU, le sport scolaire, au centre de ce projet de professionnalisation. Parce que généralement, quand on parle professionnalisation, les gens pensent seulement aux athlètes professionnels. Mais il n'y a pas d'avènement d'athlètes professionnels si tout l'environnement n'est pas préparé pour ça. C'est des professionnels en tant qu'athlètes, mais c'est des professionnels aussi en tant que tous les éléments économiques qui entourent cette pratique sportive. Mais c'est à l'école. C'est à l'école qu'il faut faire. Et effectivement, il n'y aura pas de développement durable du sport. Donc, pas de professionnalisation sans que l'école, le sport à l'école ne prenne. Sinon, à quoi va servir, je ne sais pas, des professionnels si c'est devant un stade vide que les athlètes vont se produire.
Alors donc je pense que l'école est au centre. L'école doit être au centre et il n'est pas possible d'y parvenir sans que ce sport scolaire ne prenne véritablement. Monsieur le directeur, je voudrais quand même que vous nous appreniez quelles sont les compétitions qui sont organisées au sein de l'OASU. Oui. C'est ma première préoccupation. Et l'autre, c'est que, je ne sais pas si je dois dire, c'est le vide qui a créé cela ou bien c'est les circonstances. Aujourd'hui, on parle plus d'école de football. C'est les tournois de Maracana dans les quartiers qui occupent effectivement les jeunes pendant les vacances. Oui. Je veux dire, comment se fait cette relation entre ce qui se fait dans l'école de football et relation de compétition des quartiers et puis les compétitions de l'OASU? En fait, l'approche de l'école, des centres de formation n'est pas nouvelle. C'est une appellation qui a, c'est la plupart du temps des enseignants qui n'arrivent pas à trouver à l'école le cadre qui existait, mais qui sortent et puis qui créent à côté quelque chose qu'ils appellent centre. Sinon, cette notion est une notion de la formation à l'école. Il y a ce qu'on appelait les centres d'animation sportive. C'était des centres à l'école ouverts à tous, même celui qui veut venir rigoler autour d'un ballon. Mais il y avait les centres d'entraînement sportif qui préparaient les meilleurs aux compétitions. Mais cela suppose qu'il y ait du matériel. Cela suppose que des moyens de faire venir ces meilleurs-là, de repartir, en l'absence des internats, il faut pouvoir avoir de l'argent pour les amener. Mais puisque l'école ne peut pas assurer ça, mais celui qui le fait, qui trouve le matériel et qui, de sa poche ou de la poche d'un autre, contribue, enfin participe à donner les moyens aux enfants, mais il appelle son affaire centre Kodé Mouadou Suleiman. Mais en réalité, c'est des élèves, voilà, qu'on sort de leur milieu naturel. Donc si on fait revivre, on a les moyens, c'est-à-dire l'équipement, on en rigolait, lorsque vous avez un ballon et une classe de 80 enfants, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a pas de sport. Il y a juste une animation, le prof il leur jette le ballon, il prend une chaise, il s'assoit. Voilà. Mais lorsque le matériel est, dans le cas, un ballon pour deux, on peut faire un travail. Voilà. Donc le prof, il trie les meilleurs, il s'en va trouver un autre endroit, quelquefois c'est dans un autre établissement, et puis il appelle ça centre voilà. Mais c'est cette notion-là, centre d'entraînement. Si ces centres d'entraînement arrivent, c'est-à-dire équipés avec du matériel, bon, c'est fini. Ces centres-là vont mourir de leur bonne mort. Ça, c'est ça. Il y a même, moi, je n'en fais pas un problème. Le deuxième aussi, c'est ressorti dans le séminaire. Les enseignants qui sont formés à l'INGS depuis un certain temps n'ont pas de spécialité. À notre temps, vous sortiez au moins deuxième degré dans votre spécialité, capable donc de prendre une équipe, des athlètes et de les amener à un certain niveau. Le type, il n'a pas de spécialité. Il fait quoi? Voilà, il est avec les enfants, quelquefois il est même à court d'idées par rapport à ça. Il demande aux enfants d'aller chercher des informations sur le net. L'éducation physique est une éducation en mouvement. Donc je pense que le correctif viendra de ça et par rapport à l'environnement qu'il faut modeler à nouveau, il faut remodeler à nouveau. Les compétitions, depuis 2012, l'OASU prend ça dans le sport dans ces deux dimensions. Parce que c'est deux dimensions qui vont ensemble, qui s'améliorent, qui se tirent en fait. Le sport de masse et le sport d'élite. Dans l'approche de masse, nous avons les compétitions interclasses, interpromo, amicales à l'intérieur de l'établissement, à l'initiative de l'école. Ça, c'est la dimension masse. Donc, qui va remonter dans les inter-établissements à l'intérieur d'un département. Et ensuite, à l'intérieur d'une région. Et qui finissent par les finales régionales.
Les finales régionales, pour nous, ça clôt la dimension sport de masse. Et puis maintenant, le sport d'élite commence avec les interrégions dans un district donné, d'abord, et ensuite entre deux districts proches. Et maintenant, les meilleurs, ceux qui passent là, accèdent à des finales nationales que nous avons dénommées les Jeux scolaires et universitaires de Côte d'Ivoire. La 3e édition, c'est pour décembre à Mans. Justement, monsieur le directeur général, on va conclure. Déjà il y a un canevas qui est tracé. Pourtant, il y a beaucoup de choses à dire. Mais je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas fait attention. Oui. On n'a pas parlé des lycées sport-études. Ah oui. Les lycées sport-études. Oui. Ça, c'est la dernière question. Et après ça, oui. Vous donnez votre mot de fin. Voilà. Bon, c'est simple. Hein. Le lycée sportif est une promesse du président de la République. Des instructions ont été données, des démarches ont été menées et aujourd'hui, il y a un espace dans la commune de Boaké qui a été libéré pour pouvoir accueillir ce lycée. Il y a de 20 hectares sorti Mbayakro de Boaké. Et les études topographiques et l'état des lieux a été fait. Donc c'est un problème de recherche de financement qu'il y a. Il est d'un coût un peu plus de 7 milliards et il devrait accueillir 10 000 élèves des deux sexes, de la 6e à la terminale. Donc voilà où ce dossier est. Mais une autre idée avait germé entre-temps pour aller plus vite, pour aller, voilà, c'était de transformer le stade, l'ancien stade de Boaké en ce lycée. Et donc il y a vraiment deux analyses qu'on en faisait. Si on va là-bas, effectivement l'espace est là, il n'y a plus de droits coutumiers à purger. Et bon, il y a certaines choses qui sont là, qui sont utilisables, mais dans quelques années, on se retrouvera comme on est par rapport au stade Houphouët-Boigny, très enclavé. Bon, pour moi, l'ambition est chose. Et on cherchera à monter, voilà, avec des gamins, faire beaucoup en hauteur. Alors pour moi, je reste attaché à cet aspect, à cet espace de Boaké sorti de Mbayakro, qui offre beaucoup de perspectives parce que ça peut recevoir une partie des formations de l'INGS, ça peut être ouvert à la sous-région, il y a l'espace, on peut avoir plusieurs terrains de tout. Et ça peut être préparé pour recevoir même des équipes nationales de Côte d'Ivoire qui devraient aller au vert. Dans tous, il y a vraiment toutes les perspectives heureuses pour le sport ivoirien qui peut être réalisé là-bas. Voilà, donc c'est à ce niveau. Donc si je me résume, c'est une promesse du président de la République et comme tel, ça devrait être fait. Par rapport aux instructions qui ont été données à l'OASU de trouver l'espace et d'en donner les caractéristiques, ça c'est fait. Les études topographiques et l'état des lieux, c'est fait. Les bornages, tout ça, c'est fait. Voilà, maintenant il reste à en trouver les financements, à régler ce problème des choisir. Et puis bon, si le choix est porté, à trouver les moyens de régler les droits, la purge des droits coutumiers et à programmer, voilà. Vos projections futures pour l'OASU et puis votre mot de fin? Projet futur, ben, c'est de se battre partout où cela est possible, par rapport aux appuis budgétaires, par rapport aux appuis du secteur privé, par rapport aux appuis des institutions internationales. Voilà, faire aboutir ce projet de faire participer
les ménages pour ramener ce l'OASU plus haut que ça ne l'était. En tout cas, le travail de base est terminé. La structuration est faite et cette structuration a montré déjà en quelques années l'opérationnalité de la chose, le caractère fonctionnel du système. Il y a une approche de plus en plus de l'ensemble des partenaires et ça, je crois que l'environnement est véritablement bien. Et nous attendons beaucoup de l'appui de notre nouveau ministre qui est élu du peuple, donc je n'ai aucun doute qu'il va nous porter à bout de bras pour que nous puissions véritablement ramener cette OASU à un niveau plus haut, parce qu'il n'y a pas, je le répète, il n'y a pas de développement durable qui ne passera pas par l'école. Merci, monsieur. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie.